a fait que mon business a décollé à ce moment-là. Comment ça s'est passé de déléguer? Est-ce que c'est galère? Il y a une phrase qui dit « tout seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin ». Au début, ce que j'ai constaté, c'est qu'on n'allait pas plus vite, mais surtout qu'on n'allait pas plus loin. Ouais, je dis toujours ça, engager vite et passer à autre chose vite. Ouais, il y a des devs qui sont contre l'IA. Il y a une vague, elle fait 15 mètres devant toi, toi tu dis non. Je suis plus forte que la vague, quoi. C'est juste pas possible. Que je te dise mon secret pour créer du contenu authentique avec l'IA, c'est un truc de ouf. Et je vais te pomper ton système carrément. parce que c'est trop bien. Mike Coder vit la vie de rêve. Millionnaire, villa à Bali à couper le souffle, liberté totale. Business qui vend en masse même quand il voyage. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Il y a 10 ans, il codait à la Défense. Costume, cravate, métro, boulot, fardeau. Alors, écœuré, il plaque tout, devient freelance, puis s'envole pour Bali. Mais le rêve se fissure, Mike est bloqué. Il ne vend que de petits produits, alors il plafonne, il se cherche, il doute. Puis un jour, tout bascule. Un moment clé qui transforme profondément son mindset, sa vie, et fait décoller son business. Depuis, il a aidé plus de 5000 développeurs à transformer leur vie grâce à ses programmes et à sa chaîne YouTube, qui compte aujourd'hui plus de 73 000 abonnés. Ce moment précis qui a tout changé, il le livre dans cet épisode, mais aussi ses meilleurs conseils pour automatiser, déléguer, scaler et atteindre l'excellence. Mike, comment tu décrirais ce que tu fais? Moi, je suis développeur à la base et maintenant, donc, j'aide les personnes qui souhaitent se reconvertir dans le dev. Donc ça, c'était un peu au tout début. Et maintenant, j'aide surtout les développeurs à monter en compétences pour avoir de meilleures missions, notamment en freelance, etc. via mes programmes et via ma chaîne YouTube que vous pouvez retrouver qui s'appelle Mike Coder, etc. Voilà. Ouais, qui est génial d'ailleurs. Merci. Et donc toi, tu as bossé en tant que dev pendant 10 ans. À quel moment précis tu t'es dit « Ok, là, je bosserai plus jamais pour quelqu'un, il faut que je passe entrepreneur freelance ». C'était un petit peu le monde du salariat, moi, qui m'a un petit peu dégoûté. Tu sais, j'ai commencé par un parcours assez classique, école d'ingénieur, etc. Et puis, un peu comme tout le monde, au début, tu es content de te retrouver à la Défense, de travailler dans des grands groupes, les projets, etc. Puis après, tu te rends compte que tu fais un peu, de temps en temps, plus tu avances, en fait, et puis plus tu fais des bullshit jobs. C'est-à-dire, on te met au début, tu es développeur, puis après, on te met un petit peu chef de projet, chargé de projet, machin, tout ça. Et puis, tu te rends compte qu'au bout d'un moment, que tu fais que des fichiers Excel. Et là, tu dis, bon, c'est peut-être pas la voie qui m'intéresse. Puis rester bloqué dans un job de 9 à 5, etc. La Défense, c'était pas ce qui m'a emballé le plus. Et donc, du coup, j'ai fait la première étape qui était de passer freelance. Donc, je suis resté salarié peut-être 3-4 ans. Ensuite, je suis passé freelance et là, je me suis vraiment senti mieux. C'est-à-dire que je n'étais pas encore entrepreneur. Alors, quand on est freelance, on est un peu entrepreneur. On n'est pas vraiment entrepreneur comme je suis maintenant. Mais clairement, c'était le début de l'entrepreneuriat et j'ai senti ma liberté. Puis ça a commencé comme ça, se lancer en freelance. Alors, au début à Paris, puis après à Bali, etc. Ouais, carrément. Donc aujourd'hui, tu vis à Bali, tu vis vraiment de ta passion. Est-ce qu'il y a une grosse leçon, genre quand tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, un truc où tu t'es dit « Ah, mince », c'était quoi? Alors, la grosse leçon, pour moi, ça a été d'être capable d'avoir une sorte de traversée du désert. Je m'explique, au début, j'étais freelance, tu vois, c'était relativement, on va dire, safe parce que j'avais des compétences, j'avais des clients, et puis un dev freelance, ça gagne relativement bien sa vie. Ça gagne entre 5 600 euros par jour de TJM, ça fait 8-10 000 euros de chiffre d'affaires, donc c'est très confortable. Et quand je suis arrivé à Bali, en fait, le truc, c'est que j'ai voulu vraiment me lancer dans l'entrepreneuriat, ça veut dire business de formation en ligne, chaîne YouTube, etc. etc. Et là, tu as une petite traversée du désert, puisque pendant peut-être 6, 8, 9 mois, 1 an, tu passes de chiffres d'affaires qui sont confortables à moins de 1 000 euros par mois. Donc au début, c'est un petit peu compliqué. Et je pense qu'il y en a plein qui ont peur en fait d'avoir cette traversée du désert, surtout que quand on est entrepreneur, rien n'est garanti. Je veux dire, quand tu es freelance, tu travailles à la journée, tu travailles sur un projet, tu sais qu'à la fin, tu seras payé. Quand tu es entrepreneur, tu peux travailler et tu peux avoir zéro. C'est-à-dire tu peux faire autant de vidéos, du content sur Instagram, et puis tu peux ne rien avoir. Jusqu'au jour où, après, ça paye. Et donc, c'est ça qui est compliqué au début quand on se lance et qu'on a cette incertitude. Et puis c'est un petit peu compliqué, quoi. Voilà. Donc ça, c'était ma grande leçon et c'est un peu le message que je voudrais passer aux gens, c'est que c'est bien d'avoir un petit pécule de sécurité ou quelque chose pour encaisser cette traversée du désert, mais il faut être capable de la prendre, quoi. Ouais, après, ça peut aller très vite. Si tu t'entoures des bonnes personnes, tu suis les bons programmes avec les bons mentors ou même les bons bouquins ou autres, ça peut aller super vite. En 30 jours, par exemple, tu peux déjà commencer à trouver des clients.
D'ailleurs, dis-moi si je me trompe, mais j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de devs freelance qui restent coincés sur des plateformes comme Malt, Upwork, tout ça. Est-ce que c'était ton cas au début ou est-ce que tu as trouvé des clients rapidement autrement? Comment ça s'est passé? Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir un réseau. Ça veut dire que j'étais déjà développeur en CDI sur, on va dire, la place parisienne. Donc ça veut dire que voilà, j'étais en contact avec pas mal de commerciaux et tout ça. Et du coup, j'ai eu cette chance-là d'avoir un bon réseau et de démarrer rapidement. Mais j'ai essayé au début de passer par ces plateformes. Et en fait, je me suis rendu compte que les missions n'étaient pas terribles. C'était des petites missions un peu payées au lance-pierre. Tu passais ton temps à chercher des clients, etc. Et j'ai vu un petit peu la difficulté. J'ai des potes aussi qui sont passés par là. J'ai mon frère qui est passé par là. Et du coup, c'est pour ça que, vu ces galères-là, moi, j'ai décidé de monter un programme par rapport à ça, surtout pour aider les freelances. Parce que je suis passé par cette phase-là. Donc, il y a la phase de recherche de clients, d'être bloqué sur les plateformes comme Malt, etc. C'est un premier problème. L'autre problème, c'est la peur en fait de se lancer, parce que quand on est un peu, je veux dire, on a toujours été salarié. Alors maintenant, c'est un peu moins le cas. C'est plus démocratisé d'être freelance, voire entrepreneur. Mais quand tu es salarié toute ta vie, poser ta démission, oser aller créer ta boîte, démarcher, etc., c'est complètement nouveau et ça fait clairement peur à la plupart des gens. Et c'est ça que j'ai voulu mettre dans mes programmes parce que je sais que c'est une des grandes peurs que beaucoup de salariés ont en fait. Ouais, ça fait peur, mais c'est trop excitant. Moi, je me souviens le jour où je suis partie de Genève, on a quitté nos jobs, tout avec Micha. Vous êtes passé par la casse salariale. Ah ouais, carrément. On a tout quitté et ça a été, pendant le Covid en plus, ça a été franchement la meilleure décision de notre vie, clairement. Clairement. Et c'est justement ce côté un peu, il y a Joe Vitale et qu'en parle, qui dit un projet devrait te faire peur et t'exciter en même temps, mais vraiment peur et vraiment t'exciter. C'est comme ça que tu sais que c'est un projet qui vaut le coup, en fait. Ouais. Ça devient ta boussole, tu sais la direction. Ouais, pour moi, c'est un peu un indicateur, c'est-à-dire que si les projets, ils me font pas un petit peu peur ou qu'ils m'excitent pas, je veux dire, je vais même parfois avoir du mal à avancer dans le projet parce qu'il faut que le projet soit un petit peu, qu'il y ait un peu de défi, qu'il y ait un peu de tension. Et donc, ouais, je suis carrément d'accord avec ça. Les petits papillons dans le ventre. Ouais, les papillons dans le ventre. Et en fait, souvent, si tu n'as pas ce truc que ça soit un truc qui t'obsède, limite, H24, t'y penses sous la douche, etc., c'est que c'est peut-être pas Alors, il faut essayer plusieurs projets jusqu'à que ce fameux projet arrive, mais tant que tu n'as pas ces petits papillons dans le ventre, comme tu dis, ou que ce n'est pas quelque chose qui t'obsède, eh bien, ça peut devenir compliqué, quoi. Il faut que ça soit vraiment viscéral, quoi, en fait. Ouais, puis je vois tous mes coachés aussi, c'est cette peur de passer à l'action, sortir de sa zone de confort, mais en fait, c'est pire de rester là où t'es, en fait. Surtout si t'aimes pas ton job. Si t'aimes ton job, t'aimes ta vie à Paris ou autre, ainsi soit-il, tu vois, reste là. En effet, il y a des gens qui adorent. Moi, je connais des salariés qui adorent leur job, etc. Mais pareil. Si tu sens que tu es en train de mourir de l'intérieur, comme moi, je me souviens, j'avais le sentiment qu'on aspirait mon âme à chaque fois que je sortais du boulot. Ouais, pareil. C'est horrible. Bah, quitte, quoi. Ouais, carrément. Et j'ai eu des personnes aussi en coaching, parce que je fais un petit peu de coaching, même si c'est pas mon activité principale. Et je parlais avec un développeur qui avait déjà 8-10 ans d'expérience, qui aimait ce boulot-là, il n'avait pas envie de changer, mais clairement, la hiérarchie, tout ça, ça le bouffait. C'est ça. Il avait envie de passer freelance, mais en fait, il passait pas à l'action. Il me disait non, mais j'attends le meilleur moment, j'attends d'être un petit peu formé sur ces technos, j'attends d'avoir la meilleure structure de société, j'attends ceci, j'attends cela. Et moi, en coaching, en fait, le truc, c'est que j'ai travaillé quasiment uniquement sur le faire passer à l'action. Alors, au début, sur des petites étapes, peut-être créer sa boîte, commencer à démarcher, commencer à contacter des clients, tous ces trucs-là, quoi. Mais le plus dur, c'est que les gens peuvent vite être paralysés par le projet, quoi. Et ça m'arrive aussi, hein, je veux dire, je suis passé par là, et moi, il y a des projets, parfois, qui peuvent être un peu grands, parfois, qui peuvent me dépasser, et du coup, parfois, ça peut être un peu paralysant. Mais de toute façon, il y a que l'action qui va faire que tu vas faire quelque chose. Ouais, et plus on attend, plus on réfléchit sur le projet, pire c'est. D'un coup, ça devient une montagne. Exactement. Et moi, les projets qui m'ont le moins stressé, c'est les projets où j'ai eu l'idée et le lendemain, j'étais en train de l'implémenter, quoi. Ouais. Parce que tu n'overthink pas. Voilà. Et tous les projets où j'ai commencé à me poser des questions, tout ça, c'est des trucs qui n'ont pas marché. La dernière fois, j'étais en train de réfléchir sur comment refondre mon système de création de contenu. Et en fait, à l'époque, je réfléchissais pas autant, j'y allais direct. L'autre fois, je me suis mis à réfléchir, je commençais à faire des diagrammes, des trucs, des machins. Je dis, on arrête tout ça. Demain matin, 8h, je démarre sur LinkedIn et je me lance et on arrête de discuter parce que j'étais pas sur LinkedIn, par exemple, sur cette plateforme. Et je réfléchissais trop. Et en fait, voilà, ça sert à rien de réfléchir. Tu commences, tu crées, et puis après, tu adaptes, et puis tu t'améliores ton process de création de contenu. Et c'est ça. Que démarre, quoi. En fait, on se perd dans le perfectionnisme et la procrastination, mais active. On a l'impression qu'on fait un truc, mais en fait, on fait ses diagrammes, ses trucs, son machin, son mind map, mais en fait, juste go, passe à l'action. Procrastination intellectuelle. D'ailleurs, moi, c'est quelqu'un qui m'avait influencé là-dessus.
C'était un petit jeune à l'époque qui avait 24 ans, qui était sur YouTube à l'époque, et qui est connu, qui s'appelle Antoine BM, je pense, je sais pas si tu le connais. À l'époque, quand je voulais démarrer sur YouTube, j'étais là, donc je regardais la meilleure caméra, le meilleur micro, le meilleur ceci, le meilleur cela. Et en fait, il aura suffi d'un podcast où il disait dedans, en gros, arrête de réfléchir et agis, tu vois. Et le lendemain, j'ai pris ma caméra, j'ai fait la vidéo la plus nulle qui puisse exister. La première, elle est toujours nulle. Et en plus, j'avais pris une grosse caméra avec un setup, avec un truc. J'étais allé dans la rue, à Paris. Enfin, le truc le plus pourri pour commencer, il y a du monde autour de toi. Enfin bref, j'étais content d'avoir fait cette première vidéo. Et si j'avais pas fait cette première vidéo qui était complètement nulle, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur ma chaîne, eh bien, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui. Donc, c'est vraiment important parfois de vraiment juste démarrer, quoi. Ouais, faire, puis après on évolue, quoi. Ouais, et puis mes premières vidéos, elles n'étaient pas terribles. Tu fais une vidéo, tu as 50 vues, 30 vues, même pas au début, tu es là. Super. Et en fait, tu te fais une montagne et en fait, tout le monde s'en fout. Donc, autant démarrer, c'est plus simple, quoi. C'est ça. D'ailleurs, maintenant, tu as une belle audience, on y reviendra sur YouTube. C'est un beau business qui est florissant. Ça a été quoi vraiment, donc, quand tu as scale ton activité, ça a été quoi un peu ta mission impossible, ton challenge impossible où tu t'es dit, OK, là, soit ça passe, soit ça casse? J'ai commencé sur la vente de formation. Comme je te dis, j'ai mis une petite traversée du désert, ça a mis à peu près 1 an, etc. Et j'étais sur des petits produits. Puis au bout d'un moment, ça s'est mis à fonctionner. C'était pas mal. J'ai passé quelques caps. Les premiers 1 000 € par mois, tu es content. Et puis après, tu rattrapes le cap du freelancing, les 10 000 €. C'est un peu un palier chez les entrepreneurs important. Ça, c'était un petit peu le début. Puis après, au bout d'un moment, tu habites à Bali, ça fait 2-3 ans. Et moi, il y a un projet vraiment qui a fait que j'étais obligé de scale. Tu es venu chez moi, tu vois, et on s'est, avec ma femme, ma compagne, on s'est dit qu'on allait construire une villa à Bali. Et ce que la plupart des gens peut-être ne savent pas, c'est que quand tu démarres un projet, les gens ont cette vision de « Ok, une villa, ça coûte 300, 400, 500 000 €. Il faut que j'ai 500 000 € sur mon compte. J'arrive, je paye et j'ai ma villa. » quoi. Et sauf que nous, on n'avait pas le budget de la villa. Et en fait, ça a été un peu l'élément où je me suis dit « Ok, on démarre le projet, on achète le terrain, on prend un contracteur, on prend un architecte, on démarre, on a un petit peu de fonds de côté, on n'a pas zéro non plus, mais moins de la moitié pour te donner une idée. Et là, clairement, j'ai, entre guillemets, brûlé mes navires parce que j'avais pas le choix. Il fallait tout simplement payer. J'avais 1 an, 1 an et demi pour payer des quoi. trucs. Et donc là, en fait, ça a été radical. Je me suis mis à bosser un petit peu forcé 2 fois plus. Ça, c'était la première chose. Ensuite, j'ai revu complètement mon business de formation. J'étais sur des tout petits produits que je vendais entre 50 et 60 € il y a 5-6 ans qui marchaient très bien. Mais en fait, tu arrives vite à un cap parce qu'il faut du volume, il faut toujours de la nouvelle acquisition, etc. Donc, c'est un peu compliqué. Et là, je suis passé sur des programmes d'accompagnement un peu plus chers, un peu plus gros, alors qu'ils me prennent plus de temps, bien évidemment. Mais clairement, ce truc-là a fait que mon business a décollé à ce moment-là. C'était en plus pendant le Covid. Alors, pendant le Covid, tout le monde, forcément, on est aussi dans une phase... tout était aligné parce que les gens ils sont enfermés chez eux. Tu lances un produit, les gens te connaissent sur YouTube, ça matchait parfaitement. Et à ce moment-là, vraiment, mon business a décollé. Puis après, j'ai continué d'optimiser cette manière de faire. Mais quand tu as un objectif clair, moi, je le vois, d'un coup, il y a tout qui se débloque, en fait. Et au début, c'est pas clair, en fait. C'est ça le truc. C'est qu'au début, tu tâtonnes. Et puis, dès que tu commences à avoir la vision qui commence à... Enfin, tout s'aligne. Après, c'est top parce qu'en fait, tu te poses plus de questions. Tu procrastines plus. Tu sais qu'il faut arriver là. Tu sais qu'il faut payer les échéances. Voilà, tu sais qu'il faut payer les échéances. Tu sais qu'il faut y aller. Et puis tu n'as pas le choix. Et puis, il y a aussi un deuxième truc, c'est que souvent, les entrepreneurs, peut-être, alors je ne sais pas si c'est ton cas, mais chez beaucoup de gens et chez les développeurs, c'est comme ça. On a peur de vendre. On a peur de proposer notre offre. On a peur de dire, voilà, je crée du contenu gratuit, mais aussi, j'ai un business à faire tourner, j'ai des formations, j'ai des accompagnements et les gens ont peur de vendre. Et moi, ce truc-là, ça m'a fait quoi? Ça m'a fait que, OK, on a tous un peu cette peur de vendre, mais là, il n'y a pas le choix, en fait. Donc, formation, lancement, tous les 3 mois sur certains produits et quasiment toutes les 2 semaines sur certains plus petits produits, qui fait que j'ai eu un rythme de lancement, de création de contenu. J'ai créé un email par jour pendant plus de 2 ans. Donc pour te dire que ça y allait à cette époque-là, quoi. Ouais, et d'ailleurs, ta villa, c'est une des plus belles que j'ai vues ici à Bali, mais de loin, elle est incroyable, vraiment, avec ta chérie. Vous avez fait un boulot de ouf. Merci. Et j'oublierai jamais ce que tu m'as dit. Tu m'as dit, mais en fait, c'est pas l'argent, par rapport à ce que tu as dit avant, c'est le projet qui fait l'argent. Ouais. C'est exactement ça, en fait. Ouais. Du moment où tu as le projet, tu as acheté le terrain, il faut y aller, quoi. Bon, j'avais fait un content là-dessus qui disait, mais j'avais repris, c'était Sarkozy qui disait ça. Il disait, c'est pas l'argent qui crée le projet, c'est le projet qui crée l'argent. Et c'est vrai qu'à partir du moment où tu as le projet, après, tu vas faire en sorte de débloquer les choses, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, toi, avec ta chaîne YouTube, sur ton site, sur Insta, tu es sur pas mal de réseaux, tu es clairement devenue une des références, même si c'est pas la référence dans le dev. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a envie de se lancer dans le dev là en 2025 ?
C'est quoi un peu le plan? Dans le dev ou sur YouTube? Parce qu'il y a plusieurs trucs. Les Alors, deux. ceux qui veulent se lancer dans le dev, ils entendront peut-être en ce moment avec l'IA que Ça, les on développeurs, va y c'est un revenir, peu ouais. terminé, que tout ça. Alors, moi, je trouve que l'IA, l'IA va remplacer pas mal d'équipes de développeurs. C'est-à-dire qu'un développeur va pouvoir remplacer peut-être une équipe de dev, mais il y aura toujours besoin de dev. Donc en fait, le métier de développeur, même si maintenant l'IA peut te générer énormément de code, derrière, elle te génère des choses qui sont un petit peu imparfaites, et tu fais des revues de code, et tu es obligé de dompter, entre Ouais, faut un guillemets, l'IA. humain au Tu milieu, es quoi. obligé d'un petit peu dompter. Alors, c'est probablement le meilleur outil de productivité qu'on ait pu inventer, surtout chez les devs. Enfin, c'est juste incroyable. Mais pour moi, c'est juste un outil parmi tant d'autres. Et les opportunités dans les métiers de dev, ils sont pas prêts d'être terminés. Si t'es bon. Si t'es bon, voilà. Ah. Mais il faut s'adapter. Il y a des métiers qui vont disparaître. Il y a quelques années, le métier d'intégrateur CSS, par exemple, ceux qui faisaient juste qui rendaient le site un petit peu joli, ça a sauté. Et puis après, il y a eu vraiment des développeurs front-end. Maintenant, les développeurs front-end, on sent qu'ils peuvent vite être remplacés par des développeurs qui sont un peu, qui touchent un petit peu à tout avec l'IA. Et donc, du coup, maintenant, on arrive vers des développeurs. Alors, j'ai tout le temps dit qu'il fallait être très spécialisé, très niché dans ces technos et dans ce qu'on fait. Mais là, avec l'IA, maintenant, on revient un petit peu en arrière. C'est-à-dire qu'on a besoin de développeurs qui sont vraiment plus larges. C'est-à-dire qui touchent un peu à du front-end, qui touchent un peu à du back-end, voire même qui touchent un peu à tout ce qui est marketing, communication et gestion de projet. Là où avant, en fait, on prenait un dev front-end, il était enfermé limite dans son bureau et il pissait du code sur des écrans tout le temps. Et ça, c'est complètement en train de changer. Ça, c'est Il faut être plus polyvalent maintenant. Voilà, il faut vraiment être polyvalent et voilà. Et quelqu'un qui veut se lancer donc dans le dev, c'est quoi un peu ton framework, ta méthode pour réussir rapidement, sans s'épuiser, trouver des clients? Parce que comme tu le disais, il n'y a personne qui aime vendre. C'est un gros blocage qu'on retrouve aussi chez les coachs et les formateurs et autres. C'est quoi un petit peu ton framework? J'accompagne deux cibles. C'est-à-dire j'accompagne une cible de gens qui n'ont jamais dev ou très peu et qui ont envie d'avoir leur premier métier, leur premier CDI ou leur première mission freelance. Ces gens-là, je leur dis, il faut produire. C'est-à-dire ces gens-là, parfois je leur dis, c'est bon, prenez pas tout de suite mes formations, essayez, testez le marché, il y a plein de trucs gratuits, machin. Une fois qu'ils se sont formés chez, je vais pas citer des sites, etc., généralement, ils arrivent, ils savent qu'ils aiment ce métier. Et là, moi, ils viennent dans mes programmes et je les fais passer d'une première étape à une deuxième étape. Et la deuxième étape, c'est leur premier job, leur premier CDI, etc. Ça, c'est pour la première cible. Et la deuxième cible, c'est vraiment les développeurs qui ont plusieurs années d'expérience, qui sont déjà développeurs en CDI ou en freelance. Et eux, en fait, eh bien, ils sont bloqués soit sur des anciennes technos, soit sur des choses un petit peu qui sont plus tellement à jour. Et là, ils viennent dans mes programmes un petit peu plus avancés. Et là, ils peuvent vraiment passer d'une étape à une autre étape. Alors, pour répondre à ta question qui était, c'est quoi un petit peu les étapes j'ai plus Le framework, la méthode. Ça, c'est produit beaucoup, déjà dans un premier temps, sélectionne un set de technologies un petit peu qui fonctionnent sur le marché. Moi, ce que je fais, c'est que je pars d'un ce que j'appelle un profil star. C'est-à-dire, souvent, même ce que je fais en coaching, parce que je forme sur certaines technos, mais je forme aussi des freelances qui sont sur tout un tas de technos que je maîtrise même pas. Mais peu importe, quand je les ai en coaching, je leur dis, tu pars d'un profil star, c'est-à-dire un profil vraiment, tu te dis, voilà, lui, là, sur les plateformes, c'est un développeur, il a tant d'années d'expérience, il maîtrise A, B, C, D, c'est le profil parfait. Tu targetes les technos, tu targetes un peu son positionnement, et en fait, à partir de là, eh bien, tu te formes sur ces technos, et ensuite, eh bien, une fois que tu es formé, la formation technique, en fait, c'est juste le minimum pour pouvoir se lancer, mais ça ne te permet pas de trouver des clients, ça ne te permet pas d'aller plus loin, mais c'est un socle obligatoire, c'est un passage obligatoire. Une fois qu'ils sont passés par là, qu'ils sont formés, ensuite, il y a la deuxième étape, et là, c'est plus, en gros, savoir se positionner, savoir se vendre, savoir prospecter, etc. Et ça, c'est quelque chose du plus business. Les devs, pas trop, en règle générale, parce que pour eux, c'est pas quelque chose de carré, parce que nous, les devs, on aime bien les trucs. Là, on est dans des choses un peu floues, des choses qui marchent pas, etc. Ils aiment pas, mais ils sont obligés. En fait, maintenant, en 2005, tu es obligé. Et même pour les personnes qui sont encore salariées, qui sont en CDI, si tu sais pas te vendre, si tu n'es pas bien formé, ça va être compliqué. Ça va être de plus en plus compliqué. Ouais, carrément. Et quand tu dis produire, tu parles de contenu? Produire, c'est produire des projets. Parce que dans un premier temps, il faut avoir un portfolio qui est rempli, qui pas un D'accord, des études de cas. Donc, produire des projets techniques. Et ensuite, pour les personnes qui sont... Alors là, c'est plus pour les freelances, même si ça fonctionne aussi pour les personnes en CDI, c'est d'aller produire du contenu
sur LinkedIn ou sur les plateformes, sur YouTube et sur Twitter, c'est sur X, c'est très recherché des développeurs, quoi. Ouais, carrément. X, Ok. Et toi, aujourd'hui, tu fais énormément de choses. Tu es sur YouTube, LinkedIn, Insta, tu as ton business, tu as tes clients, etc. Comment tu fais pour t'organiser? C'est quoi ton organisation pour pas faire exploser ton cerveau? Oh, alors ouais, c'est compliqué. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'essaye de... Ça vient du livre One Thing, je sais pas si tu l'as lu, One Thing. Alors j'essaie de faire une chose à la fois. C'est compliqué parce que malheureusement, on a 10 000 choses. Et en plus, parmi mes activités, donc moi j'ai l'activité, on va dire, business en ligne. J'ai aussi l'activité un peu immobilier, on va dire, à Bali. Et donc je switch déjà entre ces deux pôles qui sont pas faciles, mais bon, j'ai réussi à déléguer d'un côté. Et dans l'activité business en ligne, c'est sous-découpé entre création de produits, création de contenu. Et si tu crées trop de contenu, tu n'as pas de produit, ça ne sert à rien. Si tu crées que des produits, tu n'as pas de contenu, ça ne sert à rien. Ouais. Donc, en fait, tu passes ton temps à jongler entre l'un et l'autre. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que j'essaye d'avoir... Je batch, entre guillemets, mes vidéos YouTube. C'est-à-dire que j'essaye d'avoir 3-4 vidéos. Ça me permet de tenir 1 mois, 3 semaines, 1 mois. Donc, j'essaie d'enregistrer 3-4 vidéos. Les contenus un peu plus courts, LinkedIn, tout ça, maintenant, avec l'aide de l'IA, ça va beaucoup plus vite. Alors, je ne demande pas à l'IA de me rédiger. Je crée des posts et après, je les fais corriger. Je demande un peu de revoir un peu les transitions, les choses comme ça, les fautes d'orthographe. Donc, voilà. Ça, je le fais quotidiennement. La création YouTube, je le fais par batch. Et ce qui me reste en temps libre, c'est la création de produits, c'est-à-dire nouvelles formations, nouveaux tunnels de vente aussi. Tunnels de vente, j'ai aussi à retravailler sur les tunnels, les choses comme ça. Et c'est des choses qui prennent pas mal de temps. Carrément. Ouais. Et toi, aujourd'hui, tu es passé de solopreneur à CEO. Tu as une équipe maintenant. Comment ça s'est passé de déléguer? Est-ce que c'est galère? Comment c'était? Pour moi, ça a été dur. Parce que je suis quelqu'un de plutôt... J'ai l'habitude de travailler tout seul. J'ai l'habitude d'être un petit peu dans mon coin. Et bon, après, je me suis dit, il y a une phrase qui dit « Tout seul, on va plus vite. À plusieurs, on va plus loin. » Donc, je me suis dit au début, OK, on va essayer ça. Alors, au début, ce que j'ai constaté, c'est qu'on n'allait pas plus vite, mais surtout qu'on n'allait pas plus loin. Donc ça a été la phase un petit peu compliquée. Ça veut dire, tu dépenses de l'argent, tu investis dans des freelances. Moi, j'ai maintenant, donc j'ai une assistante à Bali sur d'autres projets, mais j'ai une assistante aussi qui gère tout mon quotidien, mes emails, etc. Elle est aussi assistante pédagogique dans mes programmes. J'ai des freelances sur tout un tas de domaines, montage vidéo, etc., etc. Et en fait, il a fallu quasiment 6-8 mois avant que ça commence vraiment à tourner. Et donc, il faut mettre en place des process. Et trouver les bonnes personnes. Trouver les bonnes personnes. Moi, je sais qu'il y a des personnes que j'ai pas pu... Enfin, voilà, j'ai pas pu travailler avec elles parce que voilà, c'était un peu compliqué. Et j'ai aussi des personnes qui m'ont contacté en mode « Mike, j'aime bien ce que tu fais, je veux être ton monteur. » Des personnes, je leur ai donné leur chance. Je passe du temps, je mets en place les process, j'explique machin. Au bout d'un moment, on me dit « Ah non, j'ai plus envie. J'ai envie de devenir développeur. » On m'a sorti ça, donc c'était un peu compliqué. Et je sais pas, tu as peut-être eu le même type d'expérience avec des personnes aussi. Ah ouais, fois 1000. Fois 1000 Fois 1000. Ouais. Tu as combien maintenant de personnes dans ton équipe? Tu as du monde Avant, on était 15 et là, on a réduit, on a simplifié en fait le business. Là, on est 7-8 à peu près. Ouais, des fois, on tourne à 10. Mais tu sais que moi, ça me fait peur parce qu'il y a une période où je travaillais aussi, j'ai fait un peu d'ads, et puis à un moment, je me suis dit, je vais prendre des closers, je vais prendre des setters, je vais mettre en place. Et puis... Complexifie. Et puis, plus tu complexifies, plus ta marge déjà elle commence à sauter. Et en plus, parfois, tu te prends la tête, tu t'avances plus. En fait, plus tu complexifies, vraiment, c'est dur de... Pour moi, ça a été dur d'avancer. Maintenant, ça va mieux. Mais il y a une époque, j'étais à deux doigts de me dire, bon, on arrête tout. Je me mets tout seul. À part tu prends quelques freelances pour du montage, des choses comme ça. Et puis voilà. C'est que tous les entrepreneurs à qui je parle qui scalent leur activité me disent exactement la même chose. Ouais, à un moment donné, tu dis OK, je vais virer tout le monde, ça m'a gonflé, je vais redevenir seul. Puis après, tu fais ça. Puis après, de nouveau, tu réengages une personne, 2 personnes, 3 personnes. Parce qu'en fait, il se passe un phénomène, c'est que quand tu prends des personnes, tu commences à déléguer de petites choses. Et sur le coup, tu vois pas tout de suite le bénéfice. Ouais, la personne qui traite les mails, la personne qui fait un peu de montage, trucs comme ça, tu dis ouais, ça me porte pas tant que ça. Mais quand tu la perds, en fait, tu fais ah ouais, faut que je refasse tout ça. Non. Et du coup, tu restes avec ton staff et de changer, quoi. Ça a été quoi la pire expérience recrutement pour toi? Alors déjà, recruter, c'est une expérience assez difficile parce que tu es obligé de voir du monde. Moi, en plus, je publie souvent sur ma liste email. Donc forcément, j'ai pas mal de retours. Donc j'ai un process qui filtre un petit peu. Il y a des gens de tous les niveaux, il y a des bons profils, il y a beaucoup de gens un peu perdus, il y a des gens qui disent je vais tenter le coup, on verra ce que ça donne. Et c'est très dur. Finalement, je suis tombé un petit peu au feeling sur une personne qui était très bien et avec qui je travaille encore aujourd'hui. Il faut passer du temps et voilà. Puis moi je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'arrêter, de couper vite en fait. Ouais. Tu peux donner ta chance. Si ça ne le fait pas, ça ne le fait pas. Et puis voilà, parce que
on a ce truc de, parfois on se dit, ouais, mais tu vois, je suis déjà avancé, j'ai déjà expliqué, j'ai déjà mis en place des process et on peut s'enfermer là-dedans et c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Ouais, je dis toujours ça, engager vite et passer à autre chose vite. Ouais, Prendre des décisions rapides, sinon on perd du temps, on reste dans le truc. Moi, j'ai vu toutes les fois où j'ai eu du mal à dire ciao à quelqu'un, au revoir, parce que t'as des liens, t'as pas envie d'être le méchant ou autre. C'était le pire. Ouais. Vraiment, il faut même pour eux, tu vois. Si toi, tu sens que c'est pas aligné, eux, c'est pareil de leur côté. Puis après, tu vois, moi, personnellement, après, les gens le ressentent parce que, tu vois, je suis peut-être pas aussi sympa qu'au début. Donc, du coup, je commence à être un petit peu, à me dire, bon, ça n'a pas été fait comme ça fait 3 fois que je te l'ai dit. Puis après, on commence à durcir le ton. Et puis après, l'ambiance se dégrade. Et quand tu travailles en équipe, c'est pas la meilleure chose à faire. Donc, vaut mieux se séparer. Et puis voilà. Alors, moi, en règle générale, avant de me séparer, j'essaie quand même de. Tu vois, j'ai des sortes de. Je donne un peu des objectifs. Et après, en fait, c'est malheureux si les personnes n'atteignent pas ces objectifs, me permettent un petit peu de justifier. Ben voilà, moi, j'ai besoin de ça, il n'y a pas ça. C'est pas que tu es une mauvaise personne, c'est juste que tu n'es pas aligné avec ce que je recherche. Je le prends pas personnellement, c'est juste ça ne matche pas avec le poste, quoi, c'est tout. Non, mais carrément. Et puis après, on essaye de donner des chances. Et puis après, quand ça marche pas, ça marche pas. Mais c'est dur au début quand même. Parce que carrément. Je suis un peu un connard, là, je suis en train de virer les gens et tout. Ouais, mais c'est un soulagement même pour eux, parce que comme tu dis, ça se dégrade en fait. En fait, je te l'ai dit 15 fois, ça. Est-ce que tu peux prendre des notes, s'il te plaît ? Il y a un process, il y a des vidéos, il y a un process à suivre et tout. En plus, moi, je suis très process, ça veut dire que j'ai un process qui est sous Notion, vraiment détaillé étape par étape, avec des petites cases à cocher, suivies d'une vidéo longue. Si jamais tu as mal compris, tu regardes la vidéo, donc tu peux revoir autant de fois que tu veux, tu vois. Donc, généralement, je suis assez patient, ça veut dire au début. C'est-à-dire, au début, je suis très, très patient pour bien expliquer, je prends le temps, j'explique le process, je monte, je fais des vidéos, je prends vraiment du temps personnel sur ça parce que je me dis, voilà, les gens, il faut bien qu'ils comprennent, ils ne sont pas dans ma tête. Par contre, après, je suis relativement dur si au bout de 3-4 fois, ils ne comprennent pas. C'est-à-dire, tu peux me poser une question une première fois, deuxième fois, ça commence à être un petit peu agaçant. Si la troisième fois, tu me poses une question, que la réponse est dans le process, voilà, c'est... Mais j'ai remarqué, il y a carrément des gens qui ne regardent jamais ni le process ni les vidéos. Hein. Et je le vois sur Loom. Tu fais un loop, tu donnes tout le truc, 0 vue. Non, quand même. Ça, exactement. Et tu viens me demander, mais tu connais la réponse. Bah oui, mais la réponse, elle a été faite pour pas que tu me déranges et elle est dans le Loom, quoi. C'est ça. En fait, j'ai remarqué, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas que tu les payes pour qu'ils te libèrent du temps. Ouais. Et ils t'en prennent encore plus. C'était là, mais toi, ton seul but, c'est atteindre les objectifs, mais c'est aussi me libérer du temps, sinon je le ferai moi. Ouais, c'est clair. Au début, moi, quand j'ai délégué... Moi, mon objectif, c'est j'enregistre une vidéo, je la mets sur Dropbox, et vous me parlez plus. Et au début, c'est alors le montage est comme ci, la miniature est comme ça, alors que je donne les instructions du montage, je donne les instructions de la miniature, et après, je refais une petite validation, mais pas plus. Mais au début, c'était 5, 6, 7 retours. Et non, on va arrêter, quoi, parce que tout seul, je le faisais en 5 minutes, quoi. Ouais. Donc voilà. Ouais. Et voleur de temps. Voleur de temps. Et sur des petits trucs, tu sais, puis tu sais, en plus à Bali, on est décalé, donc tu reçois un petit message, il est 22h, machin, puis ça te trigger, après tu n'arrives pas à dormir, enfin c'est des trucs un peu chiants, quoi. Ouais, exactement. Mais bon, maintenant, ça va beaucoup mieux sur ça. Ouais. Oui, parce que d'un coup, tu deviens manager. Et puis, on nous a pas appris à être manager. Nous, de base, on est spécialisés dans notre domaine. Et d'un coup, tu as une équipe. Moi, je me souviens, quand j'ai eu mon équipe de 15 personnes, j'étais là, OK. D'un coup, tu n'es plus mentor business, quoi. C'est pas facile. Puis au début, tu commences à dire, attends, bon, les gens, ils sont cons. Et puis après, tu commences à dire, non. Tu prends sur toi, les gens sont pas cons. Il faut que je remette en place des bons process, des bonnes choses. Et après, une fois que tu arrives à mettre tout ça en place, ça va mieux, quoi. Et en parlant d'IA, donc tu disais tout à l'heure que tu l'utilises un petit peu. Est-ce que tu automatises aussi des choses? Tu utilises l'automatisation? Ouais, alors j'utilise beaucoup Zapier, toutes ces choses-là, N8N, il y a d'autres outils, mais moi quasiment alors sur l'IA, alors beaucoup d'automatisation sur tout ce qui est création de contenu, publication, toutes ces choses-là. Sur la partie développement, j'utilise beaucoup l'IA, tous les outils de dev, l'IA, ça, je travaille vraiment, vraiment beaucoup dessus. Création de contenu, pareil, ChatGPT, ça. Et même maintenant, en fait, je crée même mes formations avec. C'est-à-dire qu'à l'époque, avant l'arrivée de l'IA, j'ai un template de création de formation qui suit un Notion bien structuré. Et en fait, vu qu'à la base, il est relativement bien structuré, eh bien, j'ai tout mis dans l'IA. Et en fait, j'ai tout mis à ChatGPT et d'autres IA. Et en fait, maintenant, je peux quasiment, une fois que j'ai une idée de module de formation, parce qu'il y a du code qui va avec les exercices, etc. Donc, je crée le code, etc. Je mets de l'IA, je lui donne, je lui dis voilà ce que je veux comme exercice, je veux que ça soit fait comme ça,
Je veux que le résultat final, ça soit que l'élève apprenne ça, 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 en passant par A, B, C. Et il est capable de me prompter, enfin, de me générer plutôt les modules. Et puis, ça s'intègre très bien dans mes cours. Et en fait, maintenant, j'ai carrément intégré à mes process de création, contenu et formation. Quand tu sais l'utiliser, c'est une pépite. Ouais. Moi, avec mon équipe, il nous a fait gagner 2 jours entiers juste sur la création de contenu. En plus, maintenant, il y a les agents, tout ça. On est en train de s'éclater avec Misha. Ouais. Plein de trucs. Et puis, le niveau, il est très, très bon. Ouais. Et puis, au début, ça peut faire un peu peur, mais une fois que tu rentres dedans, tu te dis, ouais, en fait, ça roule, quoi. Carrément. Et c'est quoi, quand tu as scale ton activité, une des croyances que tu as dû exploser? Par exemple, trop bien gagner ma vie, est-ce que je le mérite? Ou doubler mes prix? Ou tu vois, ça a été quoi un petit peu? Bah moi, au début, c'est vrai que je m'adresse à une audience soit de développeurs ou de personnes qui se lancent. Alors, les développeurs, il faut savoir, c'est des gens qui ne payent pas. C'est-à-dire, c'est des radins, ils sont habitués à avoir tout gratuit, open source, machin. Tu leur proposes un produit à 5 €, ils vont gueuler. C'est un peu la culture dev. Donc déjà, l'audience est un petit peu compliquée. Mais... Dev est française en plus. Dev est française. Sur le marché francophone, on a l'habitude d'avoir les études gratuites, quoi. Donc, alors, autant les Américains, ça va, mais le côté francophone, en plus, c'est compliqué. Donc au début, je n'osais pas. Ça veut dire qu'au début, je faisais des produits, je les faisais à 199 et je les vendais en promo à 69 €, machin, tout ça. Et pendant longtemps, en fait, mon business, il plafonnait. Je montais à 10, 15, 20 000 par mois, mais c'était vite plafonné. Et à partir du moment où je me suis dit, non, mais je vais arrêter ça, de toute façon, j'ai besoin, je dois gagner plus, j'ai pas le choix. J'ai fait des plus gros programmes et je les ai vendus beaucoup plus cher. Alors, c'est pas non plus du high ticket à 2 000 €, mais on est sur des produits à 500, 600 € avec des accompagnements à 1 500, 2 000 €. Après, c'est des produits qui sont plus gros. Il faut avoir un bon marketing derrière. Il faut bien ficeler ça. Mais une fois que tu ficelles ça, en fait, tes revenus, ils scalent, quoi, en fait, tout simplement. Parce que tu as des produits qui sont plus chers et tu gagnes plus mécaniquement. Ouais. Mais on a cette pensée de se dire, OK, si je mets ce prix-là, ça va jamais vendre. Ouais. À chaque fois, tous mes clients, c'est comme ça. Et en fait, tu le passes. Ça passe nickel. Moi, pour la petite anecdote, je faisais mes premiers coachings il y a 6 ans. Je ne voulais pas forcément en faire, mais j'avais mis un prix à 150 € ou un truc comme ça. Et déjà, je n'osais pas, tu vois, 150 €. Tu disais, mais c'est ridicule, tu vois. Mais ma chaîne venait de démarrer. Et un jour, au début, puis après, j'ai commencé à en avoir. Je dis, non, est-ce que je peux mettre à 300 € d'une heure? C'est quand même un peu beaucoup, tu vois. Puis je mets à 300 €, ça part toujours, tu vois. Ouais. Et en fait, au début, tu as toutes ces croyances-là. Et en fait, il faut tester. Moi, à un moment, j'ai fait un lancement. Je me suis dit, non, là, je vais vraiment pousser l'accompagnement parce qu'il y a une époque où j'accompagnais et une époque où je prenais des coachs indépendants qui travaillaient pour moi. Et donc, forcément, ça a un coût, ma marge a diminué, etc. Et donc, je me suis dit, non, là, je vais monter les prix. Puis, je n'ai pas eu peur de pousser les prix. Le problème, c'est que les prix, pour le coup, ont été un peu hauts. Bon, voilà, ça s'est moins vendu, j'ai réajusté mes prix. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter, en fait, à augmenter ses prix. Et puis, si ça passe pas, on les réajuste, en fait. Se lancer des challenges. Ouais, voilà. On va voir jusqu'où ça va. Jusqu'à où ça va. C'est comme ça que tu vois jusqu'à où ça peut pousser, quoi. Oui, et puis le prix est toujours corrélé à la transformation. Donc, plus tu travailles sur ton accompagnement, ta transformation, plus tes prix sont hauts parce que tu changes, tu transformes la vie des gens. Moi, les programmes d'accompagnement que j'ai, c'est des personnes qu'on suit sur 3-4 mois. Les gens derrière, ils ont beaucoup de problématiques à gérer. Derrière, on les accompagne jusqu'à leur première mission freelance ou jusqu'à leur premier job. On leur dit quoi dire aux recruteurs, etc. Enfin, on les accompagne vraiment jusqu'au bout. Et forcément, c'est un temps qui est... Et si on calculait parfois le temps, c'est des petits messages, des choses comme ça, et en fait, finalement, c'est pas si cher que ça, quoi, tu vois. Ah ouais, non, carrément. Et surtout, quand tu prends un développeur... Nous, on a le cas d'un développeur qui stagnait il faisait des petites missions à moins de 2 000 €. Il gagnait moins de 2 000 € en freelance. Ça veut dire t'enlèves en France la TVA, les taxes, machin, tout ça, c'est pas grand-chose. Et en fait, il est rentré avec nous, il a travaillé avec nous, avec un coach avec qui je travaillais, et il est passé de 2 000 à 8 000 en un mois, quoi. Tu vois, il a même pas terminé limite l'accompagnement, qu'il était déjà hyper rentable. Parce que quand tu gagnes 8 000 € et que ton accompagnement il est moitié moins, quoi, tu vois, c'est clairement rentable, quoi. Donc, il faut augmenter tes prix alors. Voilà, c'est ça. Ok. Et imaginons juste pour le jeu, là, demain, ton compte en banque, il est bloqué. Comment tu fais pour générer de nouveau 30 000 €? C'est quoi ta stratégie? Tu vas où? Tu fais quoi? Alors, est-ce que j'ai toujours ma chaîne et mon audience? Parce que avoir une chaîne et une audience, c'est quand même un asset incroyable. Je veux dire, même un freelance, même quelqu'un, même on s'est dit, tout le monde, maintenant, je pense, devrait avoir une audience parce que c'est vraiment un asset incroyable. Parce que dès que tu as une audience, tu peux vendre énormément de choses et il y a toujours des solutions à amener. Donc, moi, ce que je ferais, j'essaierais si j'ai plus de compte en banque, j'ai plus rien, j'essaierais de recréer un produit
un nouveau produit et de le vendre tout simplement. Et peut-être que maintenant, j'irai sur des choses liées peut-être à l'IA, parce qu'il y a beaucoup de gens qui recherchent des formations liées à l'IA, code, IA et toutes ces choses-là, quoi. Oui, carrément. Ok. Ouais, Et je recréerai un produit tout simplement et ouais, j'essaierai de le tu revendre. continues ce que tu fais, Ce que quoi. je ferai. Ouais. Ou alors, je pourrais faire complètement autre chose, mais j'accepte. Faut accepter le risque que tu aies une traversée du désert et pas grand-chose au début. Voilà. C'est quoi ta vision un petit peu pour l'évolution du dev là? Imaginons on est en 2030. Qu'est-ce qui se passe selon toi avec l'IA, no code, tout ça? Alors moi, j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps où j'étais un petit peu pessimiste par rapport à ça parce que alors je pense que dans les 2 à 5 ans, je pense qu'il n'y a toujours pas de problème avec le dev parce que l'IA te génère 80% du code et puis toi, si tu es bien formé, tu arrives sur les 20% à faire des choses. Ok, ça c'est aujourd'hui. Mais quand tu vois la rapidité d'évolution des modèles d'IA, je suis à 2 doigts de me dire que putain, mais on va plus avoir besoin de nous, tu vois, sur la partie dev. Alors, je pense pas, au fond de moi, je pense que c'est peut-être, j'essaie de défendre mon métier et je me dis non, il y aura toujours besoin de dev. Mais franchement, sur 10 ans, à la vitesse où ça va, ça m'étonnerait pas qu'un jour, il y ait un bouton qui te génère vraiment tout parfaitement comme tu lui as demandé. Ouais. Aujourd'hui, c'est pas le cas parce que pourquoi ça génère pas tout? Parce que c'est des défauts, c'est parce qu'ils sont pas parfaits. Mais la perfection, après itération, les évolutions, si tu prends ChatGPT 3 il y a quelques années et aujourd'hui, il y a un gap. Moi, à l'époque, j'utilisais un petit peu ChatGPT pour poser une petite question liée au code. Maintenant, aujourd'hui, j'ai un environnement avec tout un tas de règles où je lui dis, voilà, je vais faire un SaaS qui permet de créer des formations, qui héberge des vidéos, on va faire comme ci, on va faire comme ça. J'appuie sur un bouton. Il me génère 80% du code, mais quasiment parfait, voire meilleur que moi. Donc, et les 20% qui manquent, je me dis que d'ici 5 à 10 ans, il serait capable d'arriver. Carrément. Donc, voilà. Donc, il y aura toujours ceux qui sont excellents, comme les avocats, tous les juges aussi, qu'importe le métier. Il y aura ceux qui sont excellents, qui vont rester en top, qui vont être là, et après, tous les autres vont être remplacés. Donc, c'est positif d'un côté, même si évidemment ça fait peur, mais on se dit, ok, maintenant ce qu'il faut, c'est que je développe mon niveau. Là, va falloir que je me forme, va falloir que j'arrête d'avoir ce mindset typiquement le freelance, je vois, le mindset, c'est un peu en mode fonctionnaire, quoi. Ouais, sortir de ce mindset-là, il faut arrêter de faire le strict minimum, quoi. Ouais, moi, les freelances qui sont qui sont un petit peu dans leur petite routine, qui font un petit peu toujours la même chose qu'ils faisaient il y a quelques années, puis ça fonctionnait, c'est eux qui vont subir de plein fouet la vague de l'IA. Tous ceux qui étaient, déjà tous ceux qui étaient sur des petites missions d'intégrateurs, de dev front, machin, aujourd'hui, ils ont quasiment tous sauté. Ceux qui ont réussi à switcher vers des technos vraiment un peu plus demandés comme React, Next, etc. et toutes les technos JavaScript et qui ont su vraiment monter en niveau couplé à l'IA, eux, ils sont encore là. Mais ceux qui ne s'adaptent pas, malheureusement, et le pire, moi, j'ai vu un post LinkedIn la dernière fois, il y a des devs qui sont contre l'IA. C'est-à-dire, tu as des devs qui disent non, mais moi, j'en ai pas besoin, je suis meilleur qu'eux. J'en ai vu plein comme ça dans d'autres domaines. Moi, je génère tout, je code toujours, machin, je suis intelligent, j'ai pas besoin de l'IA. Ok, malheureusement. L'IA, elle n'a pas besoin de ça non plus. Ouais, voilà. Moi, il n'y a pas besoin de prendre de pari pour dire c'est quasiment sûr que tu vas perdre. Je veux dire, il y a une vague, elle fait 15 mètres devant toi. Toi, tu dis non. Je suis plus forte que la vague, quoi. C'est juste pas possible. Et tu sais, ce qui est dingue, c'est que l'année passée, quand on est rentré avec Micha à Genève, on a demandé à tous les gens qu'on connaissait de notre entourage, alors l'IA, est-ce que tu l'utilises? Tout le monde, 100% nous a répondu, ah non, nous, l'IA, on n'utilise pas. Et on était là, ok. Donc Micha était hyper choqué. Et il leur a dit, ah ok, c'est nous, on est peut-être dans une bulle en tant qu'entrepreneur, on est un peu peut-être en avance sur vous. Puis la pote, elle a répondu, non, c'est peut-être nous qui sommes dans notre bulle et en fait, on va se faire ramasser. Ouais, c'est possible. Ouais, c'est à ça. mon avis, c'est ça, ouais. Et ouais, ça va être, je veux pas être alarmiste, mais j'allais dire ça va être catastrophique, mais c'est pas loin. Mais bon, ceux qui s'adaptent, voilà, ils y arriveront, quoi. Moi, je suis trop excitée, vraiment par l'IA. Moi, c'est un truc. Moi, les nouveautés IA, mais à chaque fois, ça me hype de fou. Ouais. À chaque fois que je vois des nouvelles choses, je me dis, mais attends, ça, je le faisais en 3 jours, je peux le faire en 1 journée. Incroyable. Ouais. Avant, j'étais obligé de recruter 3 devs pour m'accompagner sur telle partie. Maintenant, je le fais tout seul ou avec un seul dev. C'est juste incroyable. Ouais. Puis là, avec Micha, on est en train de 100%. D'ailleurs, je ferai une vidéo YouTube là-dessus parce que ça blow my mind. À chaque fois, Micha, il me montre des trucs. Je suis là, c'est quoi ce truc? On est en train d'automatiser à 100% toute la création de contenu. Donc, il faut savoir qu'on est multi-plateforme. Donc, LinkedIn avec des posts limite plusieurs fois par jour, TikTok, Insta, enfin partout, podcast, YouTube. Et c'est un outil qui te fait ça plus quali qu'un copywriter, vraiment, parce que j'en ai testé plein. Moi, je me suis énormément formée au copywriting aussi, donc je peux voir ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et en fait, tu lui donnes juste des modèles. Qu'est-ce que tu veux? Faut être très clair, par contre, avec des prompts, des modèles, etc.
Et l'IA, toute la journée, elle te génère des trucs de ouf. Genre vraiment, j'étais choquée. J'étais là, ah oui, là, il y a un truc là. Donc ça veut dire que et ça sent pas le post ChatGPT à plein pas de du tout. Non. Sur LinkedIn, on les voit ces posts avec tous les emojis, les machins, les trucs, et un peu sans saveur. Et ouais. Oui, d'ailleurs, c'est vrai que si l'IA arrive à te. Moi, ce que j'ai fait, j'ai écrit deux années d'emails. Donc, ça fait plus de 700 emails que j'écris quotidiennement à mon audience sur plein de sujets, etc. Je les ai tous pris, je les ai balancés dans ChatGPT et dans d'autres IA. Et en fait, je lui dis, bah voilà, tu analyses ma base de comment je parle, qu'est-ce que je dis, etc. Et en fait, du coup, maintenant, il me connaît et il génère des prompts, des posts qui sont beaucoup plus proches de ma personnalité, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'il faut faire. Il faut lui dire exactement quoi faire. Et ce qui est ouf, c'est que ça veut dire que là, avec 100% contenu qui est généré par l'IA, donc sur toutes les plateformes, ça remplace 10 personnes, tu vois. Et 10 personnes qui étaient malades, qui étaient démotivées, qui étaient moins compétentes. Mais d'ailleurs, tu arrives à générer ça génère des posts texte ou tu arrive à générer aussi des images avec, des choses un peu... Pour l'instant, moi, je suis que texte. Que texte. Ouais, parce qu'on fait vraiment étape par étape, que texte. Mais après, toi, tu tournes tes vidéos. Par contre, il faut toujours mettre quelqu'un au milieu, c'est-à-dire qu'il y a toujours dans le process, à un moment donné, où il y a un humain. Ouais, il y a un humain. Sinon... Qui valide, parce que si c'est nul, c'est ton image quand même, quoi. C'est clair. Donc, c'est pour ça que le message ici que j'ai à donner, c'est l'IA, elle est là. Elle va pas s'en aller. Au contraire, la vague, comme tu disais, elle est énorme. Donc, faut se former, faut y aller. Et à la place d'avoir peur, moi, je pense qu'il faut être excité par ça va nous amener où, parce que tu peux pas l'empêcher. Donc, à la place d'être dans cette espèce de manque en mode merde, je vais perdre ma place ou autre, au contraire, surfe dessus et forme-toi avec l'IA, parce que toi, demain, tu peux devenir un agent IA humain qui justement contrôle la qualité, qui est excellent dans son domaine, et ça, on va te payer très cher pour ça. Ouais, à mon avis, les personnes qui maîtrisent bien ces outils-là, ça va être incroyable. De toute façon, quand il y a une vague, faut la prendre. Faut pas. On peut rien faire. Voilà, soit on sera remplacé. T'es en mode non, tu vas te noyer en fait. Il y a des gens qui sont là qui persistent ces signes, mais c'est pas possible. Ouais. Et imaginons là, on se revoit dans 3 ans. Tu fais quoi? T'es où? C'est quoi ta vision? Alors d'ici 3 ans, alors moi en fait il y a un truc à un moment je me suis posé la question parce que j'ai eu une petite traversée du désert, on va dire en 2023 à peu près, c'était comme ça. Quand on était dans la création de villas, j'étais très focus sur ces sujets-là et j'ai un petit peu laissé les vidéos YouTube et le business, etc. Alors je vendais mais un petit peu moins. Et à un moment je me suis dit putain, est-ce que j'ai envie de repartir? Et j'ai eu un petit peu une remise en question par rapport à tout mon business, etc. Et en fait il y a un truc dont je suis sûr, c'est que créer du contenu, peu importe ce que je fais, je pense que je le ferai toujours parce que c'est quelque chose qui m'anime. J'aime bien partager. Alors là, c'est du code, mais ça pourrait être sur d'autres sujets. Ça pourrait être sur de l'IMO, ça pourrait être sur peu importe, sur de l'IA, enfin peu importe. Et en fait, je sais que dans les années qui viennent, je créerai toujours du contenu parce que c'est quelque chose que j'aime bien partager tout simplement à mon audience. Maintenant, sur quel sujet? Je pense que je serai toujours sur des sujets. Pour le moment, je suis à fond. J'ai plein d'idées de formation qui vont arriver. Donc, il faut que j'ai même pas assez de temps. Je mette de l'IA pour pouvoir produire ces sujets-là. Et il y a énormément de sujets qui arrivent. Donc là, il faut déjà que j'éponge, entre guillemets, ces trucs-là. Et après, je pense aussi développer un petit peu la partie immobilier à Bali. Comme tu le sais, on a d'autres projets et qui vont arriver. Il y a 2 villas qui vont arriver. Il y en a 2 autres qui sont déjà démarrées, donc ça va faire 5 villas. On en a d'autres à Uluwatu, donc il y a pas mal de choses à gérer là-dessus. Donc c'est probablement une partie de mon temps qui sera allouée à ça, puisque aussi ça me fait tout simplement kiffer. Et ce qui est marrant d'ailleurs, c'est qu'il y a un boulevard sur les personnes qui veulent créer soit du content ou de la vente. Il y a des outils IA pour l'immobilier, c'est-à-dire pour la création ou la visualisation de villas qui sont tout simplement incroyables. Et j'ai commencé à mettre un doigt là-dedans. Et dès que tu commences à rentrer là-dedans, c'est un puissant fond. Il y a énormément de choses et c'est ouf. Parce qu'on a souvent l'impression qu'il y a la création de contenu, copywriting, code, mais en fait, tous les domaines, il n'y a pas un domaine maintenant qui n'est pas impacté par l'IA. Et je me suis dit, même un architecte, il ne peut pas être remplacé par l'IA quand même. Ah non, tu as des IA, elles te génèrent les plans mieux qu'eux, avec un rendu mieux qu'eux. Alors au début, c'était sur de l'intérieur. Maintenant, ils te font ça sur des plans, mais vraiment au détail près, au millimètre près du truc. C'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Ouais, du coup, ce qui est intéressant avec la création de contenu, c'est que les gens avec l'IA vont se lasser du fake. Tu sais, maintenant, il y a iGen où tu peux faire une vidéo YouTube, c'est même plus toi, c'est ton clone. Donc, tu t'écris juste ton prompt et puis c'est toi, c'est tes mimiques, c'est comme là, tu vois, mais c'est plus toi, en fait. Donc, les gens... J'ai fait le test. Hein. J'ai montré une vidéo à ma femme et je lui ai dit... c'est moi ou pas? Non, j'ai même pas dit c'est moi ou pas. J'ai dit, qu'est-ce que tu penses de ce que je dis là? Tu vois, ouais, machin. Et t'as pas marqué un truc bizarre?
Non? Non. Ouais, non, c'est ouf. Non. Ah bah, Agent. Ouais. Voilà, j'ai testé, c'est juste c'est fou, pas quoi. toi dessus, c'est un clone. Ouais. Bah, les gens vont se poser beaucoup de questions, ils vont en avoir marre. On voit, comme tu disais, sur Insta, LinkedIn, ça pue ChatGPT. Et donc, garder ce côté authenticité, faire des lives, ça j'y crois beaucoup avec ton audience, des workshops, des ateliers autres, pour qu'ils voient que c'est toi, qu'ils connectent avec toi. Je pense vraiment que c'est le futur. Ouais, bah oui, parce que les gens, ils ont besoin de se raccrocher à quelqu'un. Tu sais, quand tu vends des formations, les gens, ils achètent une partie de toi surtout. Ils achètent une partie de ta manière de t'exprimer, ta vision, ce que tu représentes en fait. Et donc, si tu as quelqu'un en face de toi, c'est pas quelqu'un de, tu sais, ça sent le chat GPT, qu'il n'y a pas de saveur, Ouais, bah, c'est pas authentique. il n'y a pas authentique, ça va pas servir à grand chose. Donc je pense que l'authenticité, et aussi je pense qu'il y a un créneau à prendre, c'est-à-dire que si tu regardes les IA, alors peut-être pas toutes, elles sont assez cadrées, c'est-à-dire elles vont pas sortir des rails. Et moi, parfois, l'IA, ça m'arrivait de faire des textes de copywriting où j'étais obligé de dire, bon, arrête un petit peu là, j'ai envie de dire ça. Et elle dit, non, mais c'est peut-être un peu dur, ou c'est peut-être un peu controversé, ou c'est peut-être un petit peu machin. Et je pense que les personnes qui seront capables d'oser dire ce que l'IA n'ose pas dire, parce que l'IA, elle est quand même cadrée, eh bien, alors, pas forcément des clashés ou des choses un peu compliquées, mais si tu es capable de dire des choses un petit peu contrariennes, on va dire, eh bien tu vas améliorer ta crédibilité, enfin ton authenticité plutôt. Ouais. Et ça, c'est ce que les gens cherchent. Ouais, carrément. Les posts un peu réchauffés, la ChatGPT, Ouais. peut marcher Moi, au début, mais voilà. Ouais, vite fait, aujourd'hui c'est mort. Mais moi, en plus, je suis persuadée, là maintenant, les gens veulent l'authenticité, c'est clair. Avant déjà, mais maintenant encore plus. Et je suis persuadée qu'on peut créer l'authenticité avec de l'intelligence artificielle. Ah oui. Vraiment. Mais pour ça, il faut mettre l'humain au milieu, où toi, tu vas relire, retravailler. C'est toi qui vas trouver les idées. Parce que si tu laisses ChatGPT tout faire, c'est bateau, quoi. Moi, des fois, je l'engueule. Des fois, on s'embrouille. Je lui fais ça, c'est nul. Fais mieux. Là, on vise l'excellence ici. Alors moi j'essaye de faire un truc, c'est que je ne demande jamais à ChatGPT de me génère-moi les 5 erreurs de ceci, cela. En fait, moi, ce que je fais, c'est que j'essaye toujours de créer, d'avoir ma vision au début. C'est-à-dire, je commence par ça, c'est le premier step du process. C'est-à-dire, je crée, et ensuite, j'ai tout un tas de questions que je lui demande. Que je te dise mon secret pour créer du contenu authentique avec l'IA, c'est un truc de ouf, faut que je fasse une vidéo là-dessus. Misha m'a installé, donc j'ai l'Apple Watch. Je clique sur un bouton, je laisse un mémo vocal. Donc sur le moment, tu sais, quand tu as un trigger, un truc qui t'énerve, un truc qui t'excite, un truc, tu sais, une réflexion, je laisse le mémo vocal, ça arrive dans Notion automatiquement, ça fait le transcript et ça envoie automatiquement et ça me fait LinkedIn, ça me fait tout. C'est trop bien. Tous les posts, c'est incroyable. Alors, pourquoi c'est trop bien? Parce que je fais plus ou moins la même chose, mais à l'ancienne. Ça veut dire que j'ai un système de notes. Déjà, c'est pas vocal. C'est-à-dire que ton système de notes, j'ai beaucoup de notes. Sur le coup, je dis, ah, ça, c'est trop bien. Je note. Et parfois, je relis et j'ai perdu l'émotion. J'ai perdu soit quelque chose qui m'agaçait ou un truc qui... Voilà. Et en fait, je pense que la version audio, et je crois que je vais te pomper ton système parce que c'est trop bien. Parce que sur le coup, tu as une énergie à transmettre et je pense que si tu arrives à la garder en audio et ensuite ça passe dans la moulinette IA. Et c'est 100% ta voix, 100% toi. Mais par contre, l'IA, faut lui dire, faut pas que tu modifies ça. Faut surtout pas qu'elle enlève l'émotion, le trigger, le truc. Mais oui, c'est incroyable. Paf, t'appuies, mémo vocal, retranscrit dans Notion, paf, ça part à la production, c'est ouf. C'est incroyable. Je testerai ce système-là. Ça va être pas mal. Avec grand plaisir. Ben, merci pour toi, en tout cas. C'est cool ce que tu fais. Continue comme ça, c'est chouette. Vraiment. Merci de m'avoir invité, Amandine, et à bientôt. Ouais, à très vite. Merci.